Forcaro aurait également payé un voyage du président de la Chambre des députés, Hugo Motta, un voyage à Lisbonne, capitale du Portugal, en juin 2024. Selon la police fédérale, le banquier a dépensé plus de 90 000 reais. La police décrit ce qui serait un paquet de cadeaux pour le sénateur Ciro Nogueira. Donc ici, c'est le père, Enrique Forcaro, et la police décrit ce qu'elle appelle un paquet de cadeaux pour le sénateur Ciro Nogueira. Et elle dit ce qui suit: qu'en ce qui concerne le sénateur, il ne s'agit pas seulement de payer des vols en jet privé, ce qui est déjà une grosse dépense. La police fédérale dit que Daniel Forcaro finançait des avantages indus à travers plusieurs autres voyages pour Ciro Nogueira. C'est-à-dire, des voyages pour Ciro Nogueira. Daniel Forcaro finançait Ciro Nogueira. Non seulement le vol, mais aussi les vols et tout le voyage à Paris, les dépenses pour les voyages à Paris, New York, Lisbonne, et aussi pour la ville française où se trouve cette célèbre station de ski dans les Alpes françaises, qui d'ailleurs a fait l'objet d'un reportage publié par Piauí sur ce voyage de Ciro Nogueira. Le rapport de la police fédérale affirme que le banquier Daniel Forcaro a payé des nuits d'hôtel à Lisbonne pour le président de la Chambre, Hugo Motta, du parti Republicanos. Ah bon? Une enquête de la police fédérale indique qu'une entreprise liée au sénateur et président du parti Progressistas, Ciro Nogueira, a reçu des versements mensuels de l'ancien banquier Daniel Forcaro pour un montant d'au moins 6 millions. Les versements auraient eu lieu entre juin 2024 et août 2025. C'est énormément d'argent. Je veux savoir qui est avec moi ici. Natalia Fruet. Fruet, c'est là. Ranier Bragon est là. Basilia Rodriguez. Donc, je vais avec Natalia Fruet. Natalia Fruet, viens ici. Parlons un peu. Natalia, c'est beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent. Et Ciro Nogueira continue d'être impliqué dans un scandale après l'autre. Eh bien, Raquel, maintenant, les détails de ce dont nous parlions déjà rendent la situation assez difficile, n'est-ce pas, pour le sénateur Ciro Nogueira, de maintenir cet argument de prise de distance et de dire qu'il ne recevait pas d'allocation mensuelle. Quand il fait cette vidéo, juste après l'opération de la police fédérale qui touche le sénateur, il dit que l'entreprise mentionnée appartenait à son père. Et alors, dans les informations divulguées aujourd'hui, la police fédérale confirme qu'il s'agit d'une entreprise liée à Ciro et à son frère. Et alors, Raquel, il précise le versement mensuel, mais nous sommes encore en train de lire le document, je l'ai ouvert ici, et nous, au cours de ces derniers mois, avons parlé du sujet. Certains collègues de la presse ont publié des images de Ciro avec Forcaro. Et c'est un véritable album photo où le sénateur Ciro apparaît avec Daniel Forcaro dans un restaurant où la nuit coûte 4 500 $ et à l'intérieur d'une petite voiture de luxe, il y a beaucoup de matériel. Au-delà de cette somme de 6 millions de reais, selon l'enquête de la police fédérale, Forcaro payait aussi d'autres aspects de la vie du sénateur Ciro Nogueira, comme des voyages en jet privé. Il présente même un relevé de plusieurs voyages effectués à l'étranger où le sénateur Ciro Nogueira utilise des avions de taxi aérien. Ils appartiendraient à Daniel Forcaro. Beaucoup de documents. Il y a un message, Raquel, du sénateur Ciro Nogueira demandant de l'aide à Daniel Forcaro afin de rénover l'appartement qu'il avait acheté. Et là, selon l'enquête de la police fédérale, en réalité, c'est Daniel Forcaro qui fait don de l'appartement au sénateur et donc non. Non content de ce don, il demande encore à Daniel Forcaro de faire des travaux de rénovation du sol pour que son ex-compagne puisse vivre dans cet appartement. C'est sûr. N'est-ce pas? Je doute qu'un avocat recommanderait, si j'étais son client, mon retour au Brésil. Regardez ce qui vient de se passer. La condamnation d'une personne qui n'a jamais été citée dans une procédure pénale pour contrainte, dans laquelle je ne suis même pas l'auteur de la sanction. Je ne signe pas la sanction. Oui, si vous vous arrêtez pour la personne que je suis. Il considère vraiment que l'application de la sanction est une menace. Il devrait donc poursuivre Donald Trump. Le secrétaire Rubio ou le secrétaire au Trésor, Scott Bassett, qui sont les personnes impliquées. Quand applique-t-on l'une de ces sanctions? Et, certainement, cette question va renforcer ma condition d'exilé politique. Je vais en informer les autorités américaines. Et ce sera un autre chapitre, n'est-ce pas? Obscur, néfaste, dans l'histoire de la justice brésilienne, qui ne sera plus respectée nulle part dans le monde. Tu imagines, une autorité internationale reçoit un ordre du Brésil et pense, c'est ce pays où l'Italie, l'Espagne, les États-Unis et l'Argentine refusent l'extradition.
C'est très mauvais pour le pays. Concernant la campagne de Lula, seul Flavio peut tourner la page de cette situation. C'est le seul candidat anti-establishment qui est capable d'accorder une amnistie et de se battre pour cette amnistie. Tous les autres n'y arriveront pas, n'est-ce pas? Lula, n'en parlons même pas, Lula est de connivence avec Alexandre de Moraes, tout comme le candidat Renan Santos du MBL qui jusqu'à récemment, lui et son groupe envoyaient des petits cœurs, appelaient Alexandre, renforçaient la thèse du cabinet de la haine, etc. Alors, quand les masques tombent, le seul capable de mettre fin à cette persécution, c'est Flavio Bolsonaro. C'est pourquoi je l'ai cité à la fin de ma note, publiée sur mon X. La défense de Jair Bolsonaro a 24 heures pour expliquer à la Cour suprême pourquoi l'ancien président gardait une arme à feu chez lui pendant l'assignation à résidence humanitaire. La décision vient du juge Alexandre de Moraes. Guilherme Bouza est de retour ici pour nous expliquer cette décision. Rebonjour, Bouza. Rebonjour Sadi et bonjour à nos téléspectateurs de Globo News. Écoute Sadi, cette arme a été saisie hier vers 23h30 sur une voie express ici dans le district fédéral, connue sous le nom de Pistão Norte, dans la région d'Itaguatinga, ici dans le district fédéral. L'arme se trouvait dans un véhicule conduit par l'agent Estácio Leite da Silva, qui travaille comme agent de sécurité de l'ancien président Jair Bolsonaro. Il a été arrêté lors d'un contrôle de la police militaire du district fédéral et les policiers ont identifié une arme sur le plancher de ce véhicule, un véhicule de type Honda Civic. Cette arme est un pistolet Glock de 9 mm, retrouvé à l'intérieur de ce véhicule. Que dit l'agent de sécurité Estácio Leite da Silva quand les policiers militaires l'ont questionné? D'abord, il s'est présenté comme membre du cabinet de sécurité institutionnel. Et il a dit qu'il transportait ce pistolet pour le faire réparer, pour le faire remettre en état, et qu'ensuite il ramènerait ce pistolet à la résidence de l'ancien président Jair Bolsonaro. Il rendrait ce pistolet à l'ancien président Jair Bolsonaro. Et là, Sadi, il y a eu une contradiction dans les déclarations de cet agent, selon les informations de la police militaire. Dans un premier temps, il a dit que cette arme était enregistrée sur sa carte professionnelle, mais ensuite il a admis que l'arme appartenait en réalité à l'ancien président Jair Bolsonaro. Et alors, les policiers ont consulté les registres officiels de l'armée et ont identifié que l'arme appartient bien à l'ancien président Jair Bolsonaro. Dans une note, la police militaire du district fédéral a informé que 2 armes ont été saisies dans ce véhicule avec cet agent. L'une institutionnelle avec documentation et l'autre sans documentation, cette arme qui appartient à l'ancien président Jair Bolsonaro, ce qui, selon la police militaire, constitue un comportement irrégulier. Ce qui attire mon attention, c'est, entre autres choses, certains éléments qui retiennent l'attention. Premièrement, Bouza a expliqué que l'ancien président Bolsonaro, assigné à résidence, possédait une arme. Ali a précisé que la décision du ministre Alexandre n'indiquait pas explicitement si cela était autorisé. Mais cela surprend déjà qu'une personne en assignation à résidence puisse posséder une arme, d'autant plus qu'il existe un dispositif de sécurité, justement, pour protéger cette assignation à résidence. Y compris la fouille des voitures à l'entrée et à la sortie. Deuxièmement, ce fonctionnaire, selon ma source, serait un sergent-chef, n'est-ce pas? C'est un sergent-chef qui aurait déjà travaillé dans la sécurité personnelle de l'ancien président Jair Bolsonaro jusqu'à au moins 2023 et qui obéissait aux ordres du colonel Camara, qui a ensuite été condamné dans le complot putschiste. Il était encore agent de sécurité à ce moment-là, où apparemment il allait emmener cette arme pour la faire réparer, quelque chose comme ça, et tout le reste. Il travaillait comme agent de sécurité de l'ex-président en assignation à résidence. Quelqu'un qui est en assignation à résidence a aussi des agents de sécurité à son service. Ces explications doivent aussi être données. Et cela me rappelle autre chose, non seulement l'affaire de Roberto Jefferson, mais aussi celle de l'abin parallèle de la sécurité, qui étaient les habitudes de l'ancien président Bolsonaro, qui ne faisait pas confiance aux dispositifs, à l'infrastructure de sécurité mise à son service comme pour tout président. Il se méfiait du cabinet de sécurité institutionnelle depuis son investiture et bien plus encore. Autrement dit, il y a beaucoup de choses, il me semble, à expliquer. Si oui, pourquoi envoyer une arme comme celle-ci en réparation quelques jours avant la fin de ce délai d'assignation à résidence humanitaire? Beaucoup de choses à expliquer.